Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous sur le plateau de Voyage au bout de la nuit. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir encore pour un grand voyage qui va nous entraîner au pays de Stendhal. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, en ce moment on est en train de lire un roman qui s'appelle Armance, qui est un peu moins connu, qui est un roman un tout petit peu plus subtil, un peu plus délicat, quelque chose comme ça. On est encore vraiment au tout début, on est vraiment aux prémices du roman et des lectures. Et si vous avez manqué les sursauts des 3 premières émissions, je vous invite tout de suite à aller les regarder sur les replays de l'émission. Pour ça, vous faites quoi? Vous allez dans votre moteur de recherche préféré, vous tapez Voyage au bout de la nuit. N'oubliez pas d'ajouter D8, sinon vous tomberez sur le bouquin de Céline. Ce qui est encore mieux, je vous invite d'ailleurs à le lire, puisque vous le savez, c'est grâce à ce bouquin que l'émission porte ce nom. Et donc vous allez tomber sur la page vous savez très bien comment faire, de l'émission, et puis vous allez dans les replays, et là vous avez accès à toutes les émissions de Voyage au bout de la nuit. Voilà, donc je vous invite grandement à aller les revoir si vous avez manqué le début, parce que c'est toujours mieux. Voilà. Et pardon, on me signale un truc dans l'oreillette. Et bien non, je ne vais pas vous en dire plus, on va continuer tout de suite la lecture. Donc on est au tout début, on entame le chapitre 6. Voilà, et notre héros s'appelle Octave. Un soir, après l'établissement des parties et l'arrivée des grandes dames pour lesquelles Madame de Bonnivet se dérangeait, elle parlait à Octave avec un intérêt singulier. « Je ne conçois pas votre être, lui répétait-elle pour la 100e fois. Si vous me juriez, lui répondit-il, de ne jamais trahir mon secret, je vous le confierai, et personne ne l'a jamais su. Quoi? Pas même Madame de Malivert? Mon respect me défend de l'inquiéter. Madame de Bonnivet, malgré toute l'idéalité de sa croyance, ne fut point insensible au charme de savoir le grand secret d'un des hommes, qui à ses yeux approchait le plus de la perfection. D'ailleurs, ce secret n'avait jamais été confié. Sur le mot d'Octave, qui demandait une discrétion éternelle, Madame de Bonnivet sortit du salon et revint quelque temps après, sortant à la chaîne d'or qui retenait sa montre un ornement singulier. C'était une sorte de croix de fer fabriquée à Königsberg. Elle la prit dans sa main gauche et dit à Octave d'une voix basse et solennelle « Vous me demandez un secret éternel, dans toutes les circonstances, envers tous, sans restriction mentale ni prétérition à la jésuite. Je vous le déclare par Jéhovah, oui, je garderai votre secret. » Eh bien, madame, dit Octave, amusé par cette petite cérémonie et l'air sacramental de sa noble cousine, ce qui souvent me met du noir dans l'âme, ce que je n'ai jamais confié à personne, c'est cet horrible malheur. Je n'ai point de conscience, je ne trouve en moi rien de ce que vous appelez le sens intime. Aucun éloignement, instinctif pour le crime. Quand j'abhorre le vice, c'est tout vulgairement par l'effet d'un raisonnement et parce que je le trouve nuisible. Et ce qui me prouve qu'il n'est absolument rien chez moi de divin ou d'instinctif, c'est que je puis toujours me rappeler toutes les parties du raisonnement, en vertu duquel je trouve le vice horrible. Ah, que je vous plains, mon cher cousin. Vous me navrez, dit Madame de Bonnivet, d'un ton qui décelait le plus vif plaisir. Vous êtes précisément ce que nous appelons l'être rebelle. En ce moment, son intérêt pour Octave fut évident aux yeux de quelques observateurs malins, car ils étaient observés. Son geste perdit toute affection et prit quelque chose de passionné et de vrai. Ses yeux jetaient une douce flamme en écoutant ce beau jeune homme, et surtout en le plaignant. Les bonnes amies de Madame de Bonnivet, qui la regardaient de loin, se livraient aux jugements les plus téméraires, tandis qu'elles n'étaient transportées que du plaisir d'avoir enfin trouvé un être rebelle. Octave lui annonçait une victoire mémorable, si elle parvenait à réveiller en lui la conscience et le sens ultime. Un médecin célèbre du dernier siècle, appelé chez un grand seigneur, son ami, après avoir examiné les symptômes du mal pendant longtemps et en silence, s'écria tout à coup transporté de joie. « Ah, monsieur le marquis, c'est une maladie perdue depuis les anciens. Maladie superbe, mortelle, au premier chef. Je l'ai retrouvée. Je l'ai retrouvée. » Telle était la joie de Madame de Bonnivet. C'était en quelque sorte une joie d'artiste.
Depuis qu'elle s'occupait à propager le nouveau protestantisme qui doit succéder au christianisme dont le temps est passé et qui commençait sur le point de subir sa quatrième métamorphose, elle entendait parler d'être rebelle. Il forme la seule objection au système du mysticisme allemand, fondé sur l'existence de la conscience intime du bien et du mal. Elle avait le bonheur d'en découvrir un, elle seule au monde connaissait son secret. Et cet être rebelle était parfait, car sa conduite morale se trouvait strictement honnête. Aucun soupçon d'intérêt personnel ne venait attaquer la pureté de son diabolicisme. Je ne répéterai point toutes les bonnes raisons que Madame de Bonnivet donna ce jour-là à Octave pour lui persuader qu'il avait un sens intime. Le lecteur n'a peut-être pas le bonheur d'être assis à trois pas d'une cousine charmante, qui le méprise de tout son cœur et dont il brûle de reconquérir l'amitié. Ce sens intime, comme son nom l'indique, ne peut se manifester par aucun signe extérieur. Mais rien de plus simple et de plus facile à comprendre, disait Madame de Bonnivet. Vous êtes un être rebelle. Ne voyez-vous pas, ne sentez-vous pas que hors l'espace et la durée, il n'y a rien de réel ici-bas. Pendant tous ces beaux raisonnements, une joie réellement un peu diabolique brillait dans les regards du vicomte de Malivert, et Madame de Bonnivet, femme d'ailleurs fort clairvoyante, s'écrivait « Ah, mon cher Octave, la rébellion est évidente dans vos yeux. » Il faut avouer que ces grands yeux noirs, ordinairement si découragés et dont les traits de flamme s'échappaient à travers les boucles des plus beaux cheveux blonds du monde, étaient bien touchants en ce moment. Ils avaient ce charme mieux senti en France peut-être que partout ailleurs. Ils peignaient une âme que l'on a cru glacée pendant bien des années et qui s'anime tout à coup. Mais pour vous, et uniquement pour vous, l'effet électrique produit sur Madame de Bonnivet par cet instant de beauté parfaite et le naturel plein de sentiments qu'il communiquait à ses accents la rendirent vraiment séduisante. En cet instant, elle eut marché au martyre pour assurer le triomphe de sa nouvelle religion. La générosité et le dévouement brillaient dans ses yeux. Quel triomphe pour la malignité qu'il observait. Et ces deux êtres, les plus remarquables du salon, où sans s'en douter ils formaient spectacle, ne songeaient nullement à se plaire, et rien ne les occupait moins. C'est ce qui eût semblé parfaitement incroyable à Madame la Duchesse d'Ancre et à ses voisines, les femmes de France les plus fines. Voilà comment on juge dans le monde des choses de sentiment. Armance avait mis une constante parfaite dans son parti pris à l'égard de son cousin. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis qu'elle ne lui adressait plus la parole pour des choses personnelles à eux. Souvent, elle ne lui parlait pas de toute la soirée, et Octave commençait à remarquer les jours où elle avait daigné s'apercevoir de sa présence. Attentif à ne pas paraître déconcerté par la haine de mademoiselle de Zoïloff, Octave ne marquait plus dans le monde par son silence invincible et par l'air singulier et parfaitement noble avec lequel autrefois ses yeux si beaux avaient l'air de s'ennuyer. Il parlait beaucoup, et sans se soucier en aucune façon des absurdités auxquelles il pouvait être entraîné. Il devint ainsi, sans y songer, l'un des hommes les plus à la mode dans les salons qui dépendaient en quelque sorte de celui de Madame de Bonnivet. Il devait au désintérêt parfait qu'il portait en toutes choses une supériorité réelle sur ses rivaux. Il arrivait sans prétention au milieu de gens qui en étaient dévorés. Sa gloire, descendant du salon de l'illustre marquise de Bonnivet, dans les sociétés où cette dame était enviée, l'avait placé sans nul effort dans une position fort agréable. Sans avoir encore rien fait, il se voyait dès son début dans le monde, classé comme un être à part. Il n'y avait pas jusqu'au dédaigneux silence qui lui inspirait tout à coup la présence des gens qu'il croyait incapables de comprendre les façons de sentir élevées, qui ne passa pour une singularité piquante. Mademoiselle de Zoïloff vit ce succès et en fut étonnée. Depuis 3 mois, Octave n'était plus le même homme. Il n'était pas étonnant que sa conversation, si brillante pour tout le monde, eût un charme secret pour Armance. Cette conversation n'avait pour but unique que de lui plaire. Vers le milieu de l'hiver, Armance crut qu'Octave allait faire un grand mariage. Et il fut facile de juger de la position sociale, où peu de mois avaient suffi pour porter le jeune vicomte de Malivert. Oui, on voyait quelquefois dans le salon de Madame de Bovinet un fort grand seigneur qui toute sa vie avait été à l'affût des choses ou des personnes qui allaient être à la mode. Sa manie
était de s'y attacher, et il avait dû à cette idée singulière d'assez grands succès. Homme fort commun, il s'était tiré au pair, ce grand seigneur servile envers les ministres, comme un commis, était au mieux avec eux, et il avait une petite fille, son unique héritière, au mari de laquelle il pouvait faire passer les plus grands honneurs et les plus grands avantages dont puisse disposer le gouvernement monarchique. Tout l'hiver, il avait paru remarquer Octave, mais on était loin de prévoir le vol qu'allait prendre la faveur du jeune vicomte. Monsieur le duc donnait une grande partie de chasse dans ses forêts de Normandie. C'était une distinction que d'y être admis. Et depuis 30 ans, il n'avait pas fait une invitation dont les habiles n'eussent pu deviner le pourquoi. Tout à coup, et sans en avoir prévenu, il écrivit un billet charmant au comte de Malivert et l'invita à venir chasser avec lui. Il fut décidé dans la famille d'Octave, parfaitement au fait des allures et du caractère du vieux duc, que s'il réussissait pendant sa visite au château de Ranville, on le verrait un jour duc et père. Il partit chargé des bons avis du commandeur et de toute la maison. Il eut l'honneur de voir un cerf et 4 chiens excellents se précipiter dans la Seine du haut d'un rocher de 100 pieds de haut. Et le 3e jour, il était de retour à Paris. « Vous êtes fou, apparemment, » lui dit madame de Bonivers en présence d'Armance. « Est-ce que la demoiselle vous déplaît ?»« Je l'ai peu examinée, » répondit-il d'un grand sang-froid. « Elle me semble même fort bien. Mais quand arrivait l'heure où je viens ici, je me sentais du noir dans l'âme. » Les discussions religieuses reprirent depuis belle après ce grand trait de philosophie. Octave semblait un être étonnant à madame de Bonivers. Enfin, l'instinct des convenances, si je puis hasarder cette expression, ou quelques sourires surpris, firent comprendre à la belle marquise qu'un salon où se réunissent 100 personnes tous les soirs n'est pas précisément le lieu du monde le mieux choisi pour l'investigation de la rébellion. Elle dit un jour à Octave de venir chez elle, le lendemain à midi, après le déjeuner. Ce mot. Depuis longtemps, Octave l'attendait. Le lendemain fut une des plus brillantes journées du mois d'avril. Le printemps s'annonçait par une brise délicieuse et des bouffées de chaleur. Madame de Bonnivet eut l'idée de transporter dans son jardin la conférence théologique. Elle comptait bien puiser dans ce spectacle, toujours nouveau de la nature, quelque argument frappant en faveur d'une des idées fondamentales de sa philosophie. Ce qui est fort beau est nécessairement toujours vrai. La marquise parlait en effet fort bien et depuis assez longtemps, lorsqu'une femme de chambre vint la chercher pour un devoir à rendre à une princesse étrangère. C'était un rendez-vous pris depuis 8 jours. Mais l'intérêt de la nouvelle religion, dont on espérait qu'Octave serait un jour le Saint Paul, avait tout fait oublier. Comme la marquise se sentait en verve, elle pria Octave d'attendre son retour. « Armance vous tiendra compagnie, ajouta-t-elle. Dès que madame de Beauvinet fut éloignée, « Savez-vous, ma cousine, ce que me dit aussitôt ma conscience ?» reprit aussitôt Octave, sans nulle timidité, car la timidité est fille de l'amour qui se connaît et qui prétend. « C'est que depuis 3 mois, vous me méprisez comme un esprit vulgaire, qui a la tête absolument tournée par l'espoir d'une augmentation de fortune. J'ai longtemps cherché à me justifier auprès de vous, non par de vaines paroles, mais par des actions. Je n'en trouve aucune qui soit décisive. Moi aussi, je ne puis avoir recours qu'à votre sens intime. Or voici ce qui m'est arrivé. Pendant que je parlerai, voyez dans mes yeux si je mens. » Et Octave se mit à raconter à sa jeune parente, avec beaucoup de détails et une naïveté parfaite, toute la suite des sentiments et des démarches que nous avons fait connaître au lecteur. Il n'eut garde d'oublier le mot adressé par Armance à son ami Méry de Tersan et qu'il avait surpris en allant chercher le jeu d'échecs chinois. Ce mot a disposé de ma vie. Depuis ce moment, je n'ai pensé qu'à regagner votre estime. Ce souvenir toucha profondément Armance et quelques larmes silencieuses commencèrent à couler le long de ses joues. Elle n'interrompit point Octave quand il eut cessé de parler. Elle se tut encore pendant longtemps. « Vous me croyez coupable ?» dit Octave extrêmement touché de ce silence. Elle ne répondit pas. « J'ai perdu votre estime, s'écria-t-il, et les larmes tremblaient dans ses yeux. Indiquez-moi une action au monde par laquelle je puisse regagner la place que j'avais autrefois dans votre cœur. Et à l'instant, elle est accomplie.
Ces derniers mots, prononcés avec une énergie contenue et profonde, furent trop forts pour le courage d'Armance. Il ne lui fut plus possible de feindre. Ses larmes la gagnèrent et elle pleura ouvertement. Elle craignit qu'Octave n'ajoutât quelques mots qui auraient augmenté son trouble et lui auraient fait perdre le peu d'empire qu'elle avait encore sur elle. Elle redoublait de frayeur et redoutait de parler. Elle se hâta de lui donner la main, et faisant un effort pour parler et ne parler qu'en amie. Vous avez toute mon estime, lui dit-elle. Elle fut bien heureuse de voir venir de loin la femme de chambre. La nécessité de cacher ses larmes à cette fille lui fournit un prétexte pour quitter le jardin. Chapitre 7. Octave resta immobile, les yeux remplis de larmes, et ne sachant s'il devait se réjouir ou s'affliger. Après une longue attente, il avait donc pu livrer enfin cette bataille tant désirée, mais l'avait perdue ou gagnée. Si elle est perdue, dit-il, tout est fini pour moi de ce côté. Armance me croit tellement coupable qu'elle feint de se payer de la première excuse que je présente, et ne daigne pas entrer en explication avec un homme si peu digne de son amitié. Mais que veulent dire ces paroles si brèves? Vous avez toute mon estime. Peut-on rien voir de plus froid? Est-ce un retour parfait à l'ancienne intimité? Est-ce une manière polie de terminer une explication désagréable? Le départ d'Armance, si brusque, lui semblait surtout de bien mauvais augure. Pendant qu'Octave, en proie à un étonnement profond, tâchait de se rappeler exactement ce qui venait de lui arriver, essayait d'en tirer les conséquences et tremblait au milieu de ses efforts pour raisonner juste, d'arriver tout à coup à quelque découverte décisive qui finit toute incertitude en lui prouvant que sa cousine le trouvait indigne de son estime. Armance était en proie à la plus vive douleur, ses larmes la suffoquaient. Mais elle était de honte et non plus de bonheur. Elle se hâta de renfermer dans sa chambre. « Grand Dieu, disait-elle, dans l'excès de sa confusion, qu'est-ce qu'Octave va penser de l'état où il m'a vue? A-t-il compris mes larmes? Hélas, puis-je en douter? Depuis quand une simple confidence de l'amitié fait-elle répandre des pleurs à une fille de mon âge? Oh Dieu, après une telle honte, comment oser réapparaître devant lui? Il manquait à l'horreur de ma situation d'avoir mérité ses mépris. Mais dit Armance, ce n'est pas aussi simple comme confidence. Il y a 3 mois que j'évitais de lui parler. C'est une sorte de réconciliation entre amis qui se trouvaient brouillés. Et l'on dit qu'on pleure de ces sortes de réconciliation. Ouais. Mais on ne prend pas la fuite. On n'est pas jeté dans le trouble le plus extrême. Au lieu de me retrouver renfermée et pleurant chez moi, je devrais être au jardin et continuer à lui parler, heureuse du simple bonheur de l'amitié. Oui, se dit Armance. Si je dois retourner au jardin, Madame de Bonnivet n'est peut-être pas encore revenue. En se levant, elle se regarda dans une glace et vit qu'elle était hors d'état de se montrer à un homme. Ah, s'écria-t-elle en se laissant tomber de désespoir sur une chaise. Je suis malheureuse, je suis perdue d'honneur et perdue aux yeux de qui? Aux yeux d'Octave. Ses sanglots et son désespoir l'empêchèrent de penser. Quoi, se dit-elle après quelques moments si tranquilles, si heureuse même malgré mon fatal secret? Il y a une demi-heure, et perdu maintenant, perdu à jamais, sans ressources. Un homme d'autant d'esprit aura vu toute l'étendue de ma faiblesse, et cette faiblesse est du nombre de celles qui doivent le plus choquer sa sévère raison. Les larmes d'Armance la suffoquaient. Cet état violent se prolongea pendant plusieurs heures. Il produisit un léger mouvement de fièvre qui valut à Armance la permission de ne pas quitter sa chambre de la soirée. La fièvre augmenta. Bientôt parut une idée. Je ne suis qu'à demi méprisable, car enfin, je n'ai pas avoué en propres termes mon fatal secret. Mais d'après ce qui vient d'arriver, je ne puis répondre de rien. Bon, il faut élever une barrière éternelle entre Octave et moi. Il faut élever quelque chose de religieux. Je choisirai l'ordre qui laisse le plus de solitude, un couvent, oui, situé au milieu des montagnes élevées, avec une vue pittoresque. Là, jamais je n'entendrai parler de lui. Cette idée est le devoir, se dit la malheureuse Armance. Dès ce moment, le sacrifice fut fait. Elle ne se disait pas, elle sentait cette vérité du moment que j'ai aperçu le devoir. Ne pas le suivre à l'instant en aveugle, sans débat, c'est agir comme une âme vulgaire, c'est être indigne d'Octave. Que de fois ne m'a-t-il pas dit que tel est le signe secret auquel on reconnaît les âmes nobles? Ah, je me soumettrai à votre arrêt, mon noble ami, mon cher Octave.
La fièvre lui donnait l'audace de prononcer ce nom à demi-voix, et elle trouvait du bonheur à le répéter. Bientôt, Armance se vit religieuse. Il y eut des moments où elle était étonnée des ornements mondains qui paraient sa petite chambre. Cette belle gravure de la Madone de San Sisto, que m'a donnée Madame de Malivert, il faudra la donner à mon tour, dit-elle. Elle a été choisie par Octave. Il l'a préférée au mariage de la Madone, le premier tableau de Raphaël. Déjà dans ce temps-là, je me souviens que je disputais avec lui sur la bonté de son choix, uniquement pour avoir le plaisir de le voir se défendre. L'aimais-je donc sans le savoir? L'ai-je toujours aimé? Il faut arracher de mon cœur cette passion déshonorante. Et la malheureuse Armance, cherchant à oublier son cousin, trouvait son souvenir mêlé à toutes les actions de sa vie, même les plus indifférentes. Elle était seule. Elle avait renvoyé sa femme de chambre afin de pouvoir pleurer sans contrainte. Elle sonna et fit transporter ses gravures dans la pièce voisine. Bientôt, la petite chambre fut dépouillée et seulement ornée de son joli papier bleu lapis. Est-il permis à une religieuse, se dit-elle, d'avoir un papier dans sa cellule? Elle pensa longtemps à cette difficulté. Son âme avait besoin de se figurer exactement l'état où elle serait réduite dans sa cellule. L'incertitude à cet égard était au-delà de tous les mots, car c'était l'imagination qui se chargeait de les peindre. Non, se dit-elle enfin, les papiers ne doivent pas être permis. Ils n'étaient pas inventés du temps des fondatrices des ordres religieux. Ces ordres viennent d'Italie. Le prince Touboskin nous disait qu'une muraille blanchie chaque année avec de la chaux est le seul ornement de tant de beaux monastères. Reprit-elle dans son délire. Il faut peut-être aller prendre le voile en Italie. Le prétexte serait la santé. Oh non, du moins ne pas quitter la patrie d'Octave, du moins entendre toujours parler sa langue. En ce moment, Méry de Tersan entra dans sa chambre. La nudité des murailles frappa cette jeune fille. Elle pâlit en s'approchant de son amie. Armance, exaltée par la fièvre et par un certain enthousiasme de vertu, qui était encore une manière d'aimer Octave, voulut se lier par une confidence. « Je veux me faire religieuse, dit-elle à Méry. »« Quoi ? La sécheresse d'âme d'une certaine personne serait-elle allée jusqu'à blesser ta délicatesse ? Ah, mon Dieu, non. Je n'ai rien à reprocher à Madame de Bonnivet. Elle a autant d'amitié pour moi qu'elle peut en sentir pour une fille pauvre et qui n'est rien dans le monde. Même elle me chérit quand elle a du chagrin, et ne pourrait être pour personne meilleure que pour moi. Je serais injuste, et j'aurais l'âme de ma position si je lui faisais le moindre reproche. » Un des derniers mots de cette réponse fit pleurer Méry, qui était riche et qui avait les nobles sentiments qui distinguent son illustre famille. Sans se parler autrement que par leurs larmes et leurs serrements de main, les deux amis passèrent ensemble une grande partie de la soirée. Armance dit enfin à Méry toutes les raisons qu'elle avait pour se retirer au couvent, or une seule. Que pouvait devenir dans le monde une fille pauvre, et qu'après tout, on ne pouvait pas marier un petit marchand du coin de la rue. Quel sort l'attendait? Dans un couvent, on ne dépend que de la règle. S'il n'y a pas ces distractions que l'on doit aux beaux-arts ou à l'esprit des gens du monde, et dont elle jouissait auprès de Madame de Bonnivet, jamais aussi il y a nécessité absolue de plaire à une seule personne. Et humiliation, si l'on n'y réussit pas. Armance serait morte de honte plutôt que de prononcer le nom d'Octave. Tel est le comble de mon malheur, pensait-elle en pleurant, et se jetant dans les bras de Méry. Je ne puis demander de conseil, même à l'amitié la plus dévouée et la plus vertueuse. Pendant qu'Armance pleurait dans sa chambre, Octave, par un mouvement que malgré sa philosophie, il était loin de s'expliquer, sachant que de toute la soirée il ne verrait pas mademoiselle de Zoïloff, se rapprocha des femmes qu'il négligeait ordinairement pour les arguments religieux de Madame de Bonnivet. Il y avait déjà plusieurs mois qu'Octave se voyait poursuivi par des avances fort polies et qui n'en étaient que plus contraignantes. Il était devenu misanthrope et chagrin. Chagrin comme Alceste, sur l'article des filles à marier. Dès qu'on lui parlait d'une femme de la société qu'il ne connaissait pas, son premier mot était « A-t-elle une fille à pourvoir ?» Depuis peu, même sa prudence avait appris à ne plus se contenter d'une première réponse négative. « Madame, une telle n'a pas de fille à marier, disait-il. Mais ne se trouverait-elle point quelque nièce ?» Pendant qu'Armance était en proie à une crise de délire, Octave, qui cherchait à se distraire de l'incertitude où le plongeait l'événement du matin, non seulement parlait à toutes les femmes qui avaient des nièces, mais encore il aborda quelques-unes de ses mères
redoutables qui ont jusqu'à 3 filles. Peut-être tant de courage était-il rendu facile par la vue de la petite chaise où se plaçait ordinairement Armance près du fauteuil de Madame de Bonnivet. Elle venait d'être occupée par une des demoiselles de Claye, dont les belles épaules allemandes, favorisées par le peu d'élévation de la petite chaise, profitaient de l'occasion pour étaler toute leur fraîcheur. Quelle différence, pensait ou plutôt sentait Octave, comme ma cousine serait humiliée de ce qui fait le triomphe de mademoiselle de Claye. Pour celle-ci, ce n'est que de la coquetterie permise. Ce n'est pas même une faute. Là encore, on peut dire « noblesse oblige ». Octave se mit à faire la cour à mademoiselle de Claye. Il lui fallut avoir quelque intérêt à le deviner ou plus d'habitude de la simplicité habituelle de son expression pour voir dans sa prétendue gaieté tout ce qu'elle avait d'amer et de méprisant. On fut assez bon pour trouver du trait dans ce qui se disait. Ses mots les plus applaudis lui semblaient à lui-même fort communs et quelquefois même entachés de grossièreté. Comme il ne s'était point arrêté ce soir-là auprès de Madame de Bonnivet, quand elle passait près de lui, elle le grondait à voix basse, et Octave justifiait sa désertion par des mots qui semblaient charmants à la marquise. Elle était fort contente de l'esprit de son futur prosélyte et de l'aplomb qu'il prenait dans le monde. Mais toute la prétendue amabilité d'Octave avait disparu en un clin d'œil. Il venait de voir Mary, qui revenait de la chambre d'Armance parce que sa mère avait demandé sa voiture, et Mary avait la figure renversée. Elle partit si vite qu'Octave ne put lui parler. Il sortit lui-même en l'instant. Il eût été impossible désormais d'adresser une parole à qui que ce soit. L'air affligé de mademoiselle de Tersan lui apprenait qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire. Peut-être mademoiselle de Zoïloff allait quitter Paris pour le fuir. Ce qui est admirable, c'est que notre philosophe n'eut pas la moindre idée qu'il aimait Armance d'amour. Il s'était fait les serments les plus forts contre cette passion, et comme il manquait de pénétration et non pas de caractère, il eût probablement tenu ses serments. Et c'est la fin de ce chapitre, et je crois que c'est également la fin de cette émission. Nous commencerons la prochaine lecture lors d'un prochain voyage. Je vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires sur Twitter ou sur d'autres réseaux sociaux. Vous avez un petit hashtag prévu, c'est l'hashtag VBN pour voyage au bout de la nuit. N'hésitez pas à réagir. Tous les lecteurs et toutes les lectrices, ou quasiment, sommes présents sur les réseaux sociaux, donc nous répondons en direct quand nous pouvons le faire. Merci en tout cas d'être fidèles, merci de nous écrire et merci à vous. On se retrouve très vite pour une prochaine émission. Allez, salut!